Monsieur Assouline, vous nous entendez? Oui, très bien. Eh bien, écoutez, nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, pas en vrai, ça aurait été plus sympa, à Bourges pour conclure les rencontres professionnelles de la fédération, qui sont les 17e et qui étaient cette année sur le thème donc du tourisme littéraire. Et nous aurions bien aimé vous voir, mais enfin voilà, nous avons quand même réussi à résoudre les problèmes de connexion ordinateur. Donc nous allons vous laisser la parole et nous vous écoutons. Merci à vous. Merci. Alors, vous criez quand je suis trop long, vous tapez du poing, que je n'ai pas de montre, ou quand vous en avez assez. Enfin, comme vous voulez. Mais bon, on verra bien. D'abord, donc, bonjour à tous et mille excuses de mon absence qui est due à des circonstances privées qui m'empêchaient de prendre le train à temps pour être avec vous. Mais grâce au Covid et à toutes ces inventions, je peux être quand même là sans être là. D'abord, je dois vous remercier parce que grâce à vous, j'ai découvert une expression, euh, le tourisme littéraire. Et vraiment, je vous la dois et je l'ai aussitôt inclus dans l'un de mes travaux en cours, qui est un dictionnaire amoureux de la vie littéraire, dans lequel figurera donc une entrée à T comme tourisme littéraire, qui renverra certainement à M comme maison d'écrivain, et réciproquement, voilà, on s'amuse comme on peut, hein. Comme je viens juste de boucler un autre travail en cours, à savoir un documentaire télévisé sur la guerre des mémoires de guerre, à laquelle se livrèrent deux complices de la Seconde Guerre mondiale, Churchill et De Gaulle. Et comme je suis encore un peu hanté par ces deux immenses personnages de l'histoire, avec lesquels j'ai passé pratiquement un an, je comptais vraiment ouvrir mon intervention auprès de vous avec ces deux maisons d'écrivains que sont Chartwell dans le Kent et La Boisserie à Colombey les deux églises, dans la Haute-Marne. Mais je me suis dit que vous qui êtes expert de ces choses-là, vous le prendriez peut-être comme une provocation. Colombey les deux églises, maison d'écrivain, ça peut être pris pour de la provocation. Cela dit, blague à part, s'agissant de la Boisserie, ce pourrait vraiment être classé parmi les maisons d'écrivains, car imaginez-vous que, avant que De Gaulle n'achète la propriété en 1932 pour une somme modique, ben, juste avant lui, il y avait là, pendant plusieurs années, un couple d'intellectuels américains, les Jolas, qui ont fabriqué une revue d'avant-garde et ils ont reçu là-bas, à la Boisserie, les auteurs de cette revue, à savoir Artaud, Henri Michaud et Tristan Tzara et beaucoup d'autres, et surtout leur auteur vedette, James Joyce. Et imaginez que Joyce a précédé De Gaulle entre ses murs. Pour moi, ça en fait vraiment une maison d'écrivain. Bref, je ne vais pas vous embêter avec la Boisserie et Colombey et deux églises. Alors, mon expérience en matière de tourisme littéraire est bien moins importante que la vôtre, vous vous en doutez. À Paris, je me rends souvent chez Balzac, rue Raynouard, et je trouve que je suis président d'un prix Balzac, et on le remet toujours là-bas dans le jardin chaque année au mois d'avril. Chez Victor Hugo, place des Vosges, et même avenue Victor Hugo, où je déjeune parfois le dimanche avec ma maman, juste en face d'un immeuble absolument sans intérêt, au numéro 124, sur la façade duquel une plaque rappelle que Victor Hugo vécut pendant des années ici, jusqu'à sa mort, et qu'il y a reçu même des lettres dont l'enveloppe était libellée simplement Monsieur Victor Hugo en son avenue à Paris. Ça, c'est le rêve de tout écrivain. Et tout en déjeunant, je la regarde, cette plaque, en imaginant ce que fut sa maison, qui a été détruite, bien sûr, et qui pouvait bien être les Français qui avaient osé commettre un tel acte sacrilège et attentatoire à l'un de nos grands génies. Enfin bref, qu'on a le plus de chances de trouver Victor Hugo absent. Je fais partie du peuple discret que vous connaissez bien, des pèlerins littéraires, non par indiscrétion sur la vie des grands écrivains, mais pour le simple plaisir d'être entre leurs murs, de lésiner dans leur bibliothèque et entre leurs meubles et tableaux et regarder par la fenêtre dans l'espoir un peu dérisoire de voir ce qu'ils voyaient ou simplement de déambuler. J'ai conservé de beaux souvenirs de ma visite à Illiers-Combray, dans la minuscule maison de tante Léonie, chère au petit Marcel, à Saché, chez Balzac, à Montnoir, chez Marguerite Duras,
Pardon, Marguerite Yourcenar, mon Dieu. J'espère que le conservateur ou la conservatrice n'est pas parmi vous. À Médan, chez Zola, à Londres, chez Charles Dickens, magnifique maison. À Yasnaya Poliana, chez Tolstoï, à Peredelkino, toujours en Russie, chez Boris Pasternak. Puis j'ai gardé aussi un mauvais souvenir une fois d'une maison d'écrivains très décevante, car insignifiante et très mal comment dire, muséifiée, qui est la maison du poète Fernando Pessoa à Lisbonne. Le plus souvent, ces visites font suite à des invitations à prononcer une conférence ou à participer à un débat ou même à effectuer un reportage, mais je n'ai encore jamais écrit de livre chez un écrivain et je suppose que ça doit être paralysant. J'ai eu la chance de passer une journée avec Julien Gracq chez lui à Saint-Florent-le-Viel quand il a publié sa Pléiade. Je l'ai écouté m'expliquer pourquoi il ne voulait surtout pas que sa maison lui survive comme une maison d'écrivain, mais plutôt comme une résidence d'écriture et une bibliothèque, ce qui est le cas d'ailleurs. J'ai connu un même privilège à Londres, dans le quartier de Hampstead, chez John le Carré, chez qui j'ai passé la journée à bavarder avec lui, à l'interviewer. Et j'y repense, ces deux visites-là, j'y repense chaque fois que je franchis la porte d'une maison d'écrivain et que je ressens non seulement la présence des morts, mais le génie des lieux. Et je suis très attaché à ces deux expressions, présence des morts et génie des lieux, parce que je crois que ces deux expressions, on les retrouve à chaque fois qu'on franchit le seuil d'une maison d'écrivain. En fait, chaque fois, je dois vous l'avouer, chaque fois que je vais chez un écrivain, pour un repas amical, parce que j'ai pas mal d'amis écrivains, ou pour une interview, un étrange réflexe me fait me comporter comme si j'étais finalement inspecteur de la Fédération nationale des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Si l'ambiance s'y prête, je me permets même, entre la poire et le fromage, de dire à l'écrivain, bon, et après votre mort ou après ta mort, vous y avez pensé, ce serait formidable, quoi. Une maison d'écrivain aménagée, bon d'accord, pas la chambre ni la salle de bain, aucun touriste ne va s'allonger sur votre lit, mais la bibliothèque, le salon, le bureau, ah ben oui, le bureau surtout, conservatoire magique de l'acte créateur, vous y avez pensé? Alors pensez-y. Donc désormais, puisqu'on se connaît un petit peu maintenant, si jamais j'ai des réponses plus ou moins positives, je me permettrai de faire suivre ça à votre président. La question, la question que je me pose toujours quand je visite une maison d'écrivain, mais pas seulement, et c'est une question qui finalement pourrait servir de pitch, d'accroche, c'est qui était là avant. Euh, Parce qu'il arrive que une maison ait été habitée par un écrivain et que par la suite, ça se soit perdu, qu'il n'y ait même pas une plaque, qu'il n'y ait rien du tout, et que les gens ne sachent pas qu'ils vivent entre les meubles d'un écrivain plus ou moins célèbre ou important. Cette question lancinante peut servir d'accroche dans un Bristol ou un flyer, comme on dit, une invitation à visiter la maison de Hugo, par exemple, que le libraire planquerait entre les pages de ses livres de poche, et ainsi de suite avec les autres auteurs. Bon, ça serait sûrement coûteux comme opération, mais j'imagine votre association, votre fédération riche, allez savoir pourquoi, ou sinon le CNL pourrait vous allouer un budget spécial pour cette opération. L'opération, moi je la baptise Qui était là avant. Nous sommes des animaux dotés de curiosité. Il y a pas, je ne connais pas de piéton de Paris qui ne se soit jamais posé la question en s'arrêtant devant un immeuble qui lui rappelait quelque chose ou quelqu'un. Les façades haussmanniennes sont autant de déclics de la mémoire. La pierre de taille agit comme une madeleine. Elle conserve une trace invisible qui parfois charrie des preuves. Les avenues sont pleines de plaques commémoratives. Je crois que la France doit être en Europe certainement la championne sur ce plan-là, tant l'histoire et son infini cortège d'histoires intimes guettent au coin de la rue. Alors le génie des lieux, c'est peut-être autre chose. Le génie des lieux, c'est un phénomène indéchiffrable et impalpable, quelque chose d'envoûtant pour qui y est disponible. Longtemps, on l'a rejeté dans les angles morts et les zones d'ombre, faute de pouvoir l'expliquer, comme si l'ineffable relevait nécessairement de la pensée magique.
On l'appelle ainsi faute de mieux et par défaut. Mais comment le dire autrement lorsqu'un endroit lourd de son propre passé se met à raconter ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu? On sait que les murs parlent, mais rares sont ceux qui savent les écouter. Des poètes, sûrement, des écrivains parfois, ces maisons sont habitées, pour ne pas dire hantées. Moi, j'ai eu ce sentiment la première fois que j'ai été. Alors, ce n'était pas une maison d'écrivain, c'est une maison de collectionneur. C'est ce qu'on appelle l'hôtel Camondo à Paris, ou si vous préférez, le musée Nissim de Camondo. J'ai toujours eu l'impression, avant de consacrer un livre à cet endroit, que les gens étaient sortis et qu'ils allaient revenir. Tellement cet endroit était habité, et pour cause, il a vraiment été habité. Ces maisons ont un destin semblable à celui d'une personne. Elles vivent en nous et en dehors de nous. Alors je sais que vous vous posez la question de savoir comment pourrait-on faire venir plus de monde dans nos chères maisons d'écrivains. Alors, évidemment, il y a les pèlerins littéraires, mais ça ne suffit pas. En attendant qu'on puisse mettre des flyers dans chaque livre de poche pour engager à aller voir Marguerite Yourcenar ou Chateaubriand chez lui et quelques autres, avant d'en arriver là, il faut que ces maisons soient vivantes. Je crois qu'il en est des maisons comme des écrivains, et surtout comme il en est des librairies. Quand les librairies sont vivantes, les gens y vont. D'abord, c'est gratuit d'aller écouter quelqu'un, un écrivain, donc on ne refuse pas ce qui est gratuit, mais surtout, ça fait rentrer du monde dans la librairie, ça la fait vivre, bouger, et si un client sur 10, un auditeur sur 10 ressort en ayant acheté un livre, eh bien c'est gagné. Ben, je me demande si la logique n'est pas la même, ne devrait pas être la même pour les maisons d'écrivains. Je sais qu'elles sont aussi des musées, mais à trop les muséifier, je crois qu'on y perd. Il faut continuer à les considérer avant tout comme des maisons et bien dire au public que même si on y trouve beaucoup de choses qui relèvent de la muséographie, ce sont avant tout des maisons. Il faut y organiser le plus souvent possible des événements, des lectures par des comédiens, par exemple, ou des rencontres avec des écrivains, tous détournés de la médiathèque locale. Pardon de cet appel au piratage, mais il faut parfois savoir employer les grands moyens. Qui était là avant? Qui était là avant? Pourquoi? Parce que certains lieux sont inépuisables. On ne se lasse pas de le répéter à l'intention de ceux qui connaissent ou qui croient connaître déjà. Régis Debray le dit très bien dans un de ses livres récents qui s'intitule Ou de vivants piliers. Il assure qu'il y a deux catégories d'écrivains, les maisonnables et les autres. Alors oublions ces derniers, les malheureux, et penchons-nous sur le cas de ceux en l'honneur desquels Debray a créé cet épatant néologisme qui a dû laisser pantois le ministère chargé de la ville et du logement, maisonnable. Je ne sais pas si c'est très joli, mais en tout cas, ça veut bien dire quelque chose. Ce terme-là, ce néologisme, il l'avait déjà utilisé en 2016, Régis Debray, lors d'un discours sur la laïcité, au motif que les religions offrant une maison, la République se devait d'en faire autant, ne fût-ce que symboliquement. Et donc, dans son nouveau livre, il y revient au chapitre maison, au pluriel, qui s'ouvre par cette phrase à caractère de maxime bien tempéré: il est raisonnable de se rendre maisonnable. Alors, entendez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que Régis Debray a souvent des formules brillantes mais creuses. On ne comprend pas ce qu'il veut dire, mais en même temps, on est assez soufflé par la virtuosité. Mais là, il s'explique. Qu'est-ce qu'il entend par là? Eh bien que Stendhal, Malraux, Sartre et tant d'autres sont des SDF car ils échappent au pèlerinage littéraire. Impossible de compléter et enrichir notre intelligence de leur œuvre, voire d'en stimuler la lecture, s'agissant des collégiens et des lycéens, en se rendant chez eux et en les visitant dans leur cadre intime, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de maison, il n'y a rien du tout. Le lecteur familier d'une œuvre a le sentiment de marcher dans le motif, comme disaient les impressionnistes du paysage. Son imaginaire est mis à l'épreuve pour avoir beaucoup rêvé ce lieu avant de le fouler. Alors moi, s'agissant de Sartre, par exemple, ben, chaque fois que je vais au
au café Le Bonaparte, oula, que je vais au café Le Bonaparte, place Saint-Germain-des-Prés, je, chaque fois, je pense à Sartre qui habitait juste au-dessus. Et bien entendu, juste au-dessus, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas un appartement, une maison d'écrivain. Mais enfin, il n'y a pas que la maison, il y a son agencement, son acoustique, ses meubles, bien sûr, ses bibelots. Il y a aussi la couleur dominante qui me frappe dans une maison d'écrivain, les odeurs de ces différentes pièces, les parfums et surtout, les vues depuis ses fenêtres. Ça me rappelle Bonnard, le peintre Bonnard qui disait toujours, quand j'entre dans un musée, le premier tableau que je vais regarder n'est pas un tableau, il n'est pas accroché au mur. Le premier tableau que je vais regarder, c'est la fenêtre. Je vais à la fenêtre et je regarde. Alors Régis Debray, lui, il voit juste, lorsqu'il décèle chez les pèlerins littéraires, le lointain reflet, l'écho à peine assourdi de ces écrivains débutants qui rendaient visite au début du XXe siècle aux grands écrivains afin de s'y faire adouber. L'exemple le plus connu, c'est celui du jeune Mauriac qui a été voir Maurice Barrès chez lui. C'est un peu l'archétype. Bon, c'est très fétichiste hein, que de toucher du regard des morceaux de la vraie croix à travers les manuscrits, la canne, le chapeau, et de se faire adouber dans le cadre même de son héros littéraire. Lorsqu'on s'y rend chez vous, dans vos maisons d'écrivains, on dit qu'on va passer la journée chez Cocteau, à Milly-la-Forêt, chez Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisé, chez Aragon et Triolet, ou Villeneuve, à croire que chacun d'eux nous y a personnellement invités et accueillis. Si c'est un substitut, espérons que cela ne dispensera pas de découvrir ces livres derrière leur auteur et que l'in situ ne tuera pas l'infolio. Et il n'y a pas que le château de Monte Cristo, c'est un castel néo-gothique qu'Alexandre Dumas a fait édifier à Port-Marly. Et je me souviens avoir découvert cette maison d'écrivain un peu spéciale quand même, hein, qui est vraiment un truc, enfin bon, néo-gothique, c'est peu de le dire. Je me souviens de l'avoir découvert à l'invitation de Alain Decaux, qu'il avait privatisé pour y faire son anniversaire et y inviter des amis écrivains. Toutes ces maisons ont en elles, de la plus modeste à la moins sobre, ce quelque chose qui les distingueront toujours des musées, à savoir un supplément d'âme. C'est ce qui fait toute la différence. Pour avoir été habitées, elles sont encore hantées par la présence d'un mort illustre dont l'œuvre nous parle encore longtemps après. C'est leur point commun à toutes, avec un autre point commun, l'absence d'un certain désordre, lequel devait y témoigner de la vie autrefois. C'est pour ça que j'ai envie, parfois, quand j'y vais, dans une maison d'écrivain, d'aller voir le conservateur ou le directeur et de lui dire, c'est trop bien rangé. Vous devriez mettre un peu de désordre. Ça donnerait l'impression aux visiteurs que finalement les gens sont encore là et que ben, on ne fait que passer, quoi, mais que ça vit en quelque sorte. Ce supplément d'âme, je l'ai trouvé un jour dans une maison d'écrivain que aucun d'entre vous n'a visité et ne visitera jamais. Il y a des années de cela, l'un de mes amis photographe m'a appelé un jour très excité. Viens tout de suite au 202 boulevard Saint-Germain, monte au dernier étage, je t'y attends, c'est inoubliable. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui voit ce que ça peut être, le 202 boulevard Saint-Germain? Je ne sais pas, il faut être très parisien peut-être. Alors, connaissant son tropisme littéraire, je me suis rendu, toutes affaires cessantes, au 202 boulevard Saint-Germain. Et mon ami photographe avait été chargé par le musée Carnavalet de photographier toutes les pièces de cet endroit parce qu'il comptait reproduire à l'identique entre les murs du musée Carnavalet cette maison d'écrivain. C'était l'appartement d'Apollinaire, une suite de chambres de bonne sous les toits. Il y en avait, je crois, 5 ou 6. Elles étaient demeurées en l'état depuis sa mort en 1918, avec ses livres, ses crayons, ses meubles, son casque troué d'une balle, sa poussière accumulée pendant un siècle, son pigeonnier donnant sur la petite rue à l'angle, mais évidemment
pas les tableaux de Picasso et de Marie Laurencin qui avaient été emportés depuis longtemps, mais tout le reste était là, conservé donc dans son jus, si je puis dire, par la lointaine succession du poète. Et le lendemain de ma visite, tout est parti pour l'hôtel Drouot pour être vendu aux enchères, ce qui est très triste. Effectivement, c'était inoubliable et je l'ai encore en mémoire. Je pourrais décrire chaque pièce comme si, euh, comme si c'était hier, alors que ça fait au moins 10 ou 15 ans, cette histoire. Mais comme j'enseigne chaque semaine à 2 pas de là, à Sciences Po, parfois il me prend l'envie de monter les quelques étages, d'aller tout en haut et de dire aux actuels propriétaires, est-ce que vous savez qui était là avant? Parce qu'il y a bien une plaque sur l'immeuble, mais on l'a placée très haut parce que par peur des tags et des dégradations. Donc elle est tellement haute que finalement, je ne sais même pas trop si les propriétaires savent chez qui ils vivent. Alors, je sais qu'on m'a dit de ne pas oublier en conclusion de dire un mot pour essayer de trouver des solutions, des pistes, des idées pour euh, comment dire, renforcer le tourisme littéraire dans les maisons d'écrivains, puisque vraiment c'est quelque chose que je soutiens, c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette petite intervention, et que c'est une chose qui me tient à cœur, puisque j'y crois beaucoup. Je crois que les maisons d'écrivains peuvent vraiment aider la littérature. C'est périphérique à l'acte d'écrire, évidemment. Ça ne remplace pas les livres, mais je pense que ça peut être une action parallèle à celle des critiques littéraires, bien sûr, des émissions littéraires, bien sûr, des libraires, pour faire lire les gens différemment, pour les pousser à lire différemment. Euh, je crois que si on veut continuer, il faut surtout faire vivre les maisons d'écrivains en les débarrassant de la naphtaline, qui est consubstantielle à toute conservation. Quand je parle de naphtaline, évidemment, c'est une métaphore. Ce qui me fait un peu peur, parfois dans certaines maisons d'écrivains, il y en a beaucoup évidemment, et on ne peut pas faire un bloc homogène en les jugeant ou en les critiquant, ça n'a pas de sens, ou en les louant. Ce qui me fait un peu peur, c'est que la part de la muséographie et de la muséification prennent le pas sur le reste, et sur la vie de la maison. Je crois que la visibilité des maisons d'écrivains et leur succès est à ce prix. Parce que quand même, quand on y pense, au pays de l'exception culturelle, au pays du prix unique du livre, au pays des milliers de prix et de festivals littéraires, et je peux vous assurer que dans le reste de l'Europe, c'est pas comme ça, hein, eh bien, c'est anormal que tant de maisons d'écrivains ne soient pas visitées davantage qu'elles ne le sont. Évidemment, il revient à leurs animateurs de les réanimer. Mais comment faire? En y créant l'événement. J'allais dire l'événement permanent. Je sais que c'est une question de moyens, c'est une question, bien sûr. Mais pourquoi ne pas envisager davantage, parce que c'est probablement déjà fait, d'en pousser les murs afin d'y organiser, si possible, parfois, évidemment, au départ, on pense à des colloques d'écrivains sur l'écrivain à qui cette maison a appartenu. Mais il s'agit surtout de rendre ces maisons plus attractives sans pour autant les prostituer à la marchandise. Comment faire? Je crois que le plus important, c'est d'y parler et d'y parler encore pour y débattre, mais pas seulement débattre de littérature, mais de bien d'autres sujets également. Et là, il m'est venu une analogie qui n'est pas littéraire. Vous connaissez certainement le peintre Rothko. Il y a actuellement une très très belle exposition à la Fondation Louis Vuitton à Paris, c'est une rétrospective Rothko. Eh bien, il existe à Houston, au Texas, la chapelle Rothko, grâce à la Fondation de Ménil. Eh bien, dans cette chapelle Rothko, c'est vrai qu'elle est un peu austère, que c'est juste 5 tableaux très foncés et que les gens ne viennent pas spontanément. Eh bien, pour faire venir plus de monde, pour ils se sont dit, les conservateurs se sont dit, il faut la faire vivre davantage. Eh bien, ils ont décidé d'y accueillir des échanges très régulièrement, mais pas sur la peinture, ou pas spécialement sur la peinture, mais sur l'urgence climatique,
ou sur la surpopulation carcérale, sur des tas de sujets. Bref, ils en ont fait aussi un espace de dialogue pour mieux rendre l'endroit actuel au lieu de le muséifier davantage. Et ça, je pense que c'est l'une des pistes, l'une des solutions pour, enfin, si je puis me permettre, pour améliorer l'état des choses. En d'autres mots, ouvrez les fenêtres des maisons d'écrivains. Faites-y venir encore et encore des écrivains et aussi des non-écrivains pour y parler, mais aussi des lecteurs et des auditeurs pour les écouter. Cela dit, pour ce qui est de lire et d'écrire, c'est autre chose. Moi, j'ai jamais donc pu écrire dans une maison d'écrivains. J'ai pu lire dans le jardin d'une maison d'écrivains. Oui, c'était assez inspirant. Mais dans les deux cas, de toute façon, qu'il s'agisse de lire ou d'écrire, c'est une affaire de solitude. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire, partager avec vous, regrettant de ne pas être sur place parce que je pense qu'on peut avoir aussi un échange sur tout ça, mais on peut l'avoir aussi peut-être par Zoom. Je ne sais pas si c'est prévu ou comment c'est prévu, parce qu'en fait, on m'en a rien dit. Je peux tout à fait essayer. Vous entendez quand je parle dans le micro. À ce moment-là, je peux passer le micro, en effet. Oui, alors il faudra parler un peu plus fort parce que Bon. c'est un Si peu je parle lointain tout plus ça. fort, on vous entend. On va applaudir. Merci, merci, merci. Y a-t-il des questions avec une voix forte à Pierre Assouline? Oui. Bonjour Monsieur Anne Borel, ex-secrétaire général des Amis Marcel Proust, mise à disposition par le ministre de l'Éducation nationale en tant qu'attaché de hebdomadaire entre 1987 et 1998, et ensuite au ministère de la Culture, à la DRAC du Centre, chargé des maisons d'écrivains, maison d'écrivains, et, et ensuite, enfin, maintenant, conseiller pour les patrimoines écrits et graphiques de la région. Voilà. Et je voulais vous remercier parce que dans mes petites archives, hein, je trouve à la fois en 2019 votre interview dans le Lico républicain à Olivier Condray. Vous dites il faut le déguster en petits morceaux, il faut le couper en petits morceaux, un petit paquet. Et en fait, c'est le fragment expérimental marqué Luxpress, on le déguste comme il a été écrit, petit morceau. Mais beaucoup mieux, je voulais vous remercier parce que vous êtes un précurseur et un guide pour les maisons d'écrivains et pour les maisons d'écrivains, en fait, depuis 1985, dans votre action, quand vous étiez à Lire, le magazine Lire, vous avez préfacé des itinéraires des maisons d'écrivains Oui. de quelqu'un d'autre. Et vous avez ensuite fait tout un parcours dans vos billets de lire sur les écrivains. Et voilà, je voulais vous remercier vraiment sincèrement. Vous êtes vraiment le précurseur de la Fédération des maisons. C'est merveilleux. Je crois qu'on peut vous applaudir. Bon. Merci, merci, chère madame. Je ne savais pas que j'étais un précurseur, pour tout vous avouer, mais en tout cas, mon attachement à ce qui est l'objet de votre réunion et dans bien des cas votre métier est entier. Mais sincèrement, j'ai réfléchi je ne sais pas du tout ce que vous avez trouvé toute la journée en discutant entre vous comme nouvelle piste, mais pour moi, c'est quelque chose qui est parallèle à la librairie, la maison d'écrivain. Et des librairies, je me tue à dire à mes amis écrivains, arrêtez de déplorer que les livres ne se vendent pas assez et que les gens n'aillent pas assez en librairie. Parce qu'il y a une catégorie de gens qui ne vont pas assez en librairie, ce sont les écrivains eux-mêmes. Je connais beaucoup d'écrivains qui ne font pas de rencontres et de conférences et de débats dans les librairies, ce qu'on appelle la promotion in situ. Moi, j'en fais beaucoup. Je trouve que c'est la moindre des choses vis-à-vis de l'éditeur, mais c'est surtout vis-à-vis du libraire. Je veux dire, on est une chaîne. Il faut bien faire comprendre que dans cette chaîne, il y a aussi une maison d'écrivains. On parle toujours de la chaîne du livre en citant
les libraires et les éditeurs, et bien entendu les écrivains, il faudrait absolument rajouter officiellement et en permanence à cette chaîne le maillon maison d'écrivains. C'est rarement le cas, si ce n'est jamais. En tout cas, moi, je ne vois jamais ce maillon-là. La chaîne du livre, c'est 3 intervenants auxquels on rajoute parfois le critique littéraire ou le journaliste comme étant un passeur. Mais la maison d'écrivains, on ne la cite pas. C'est, encore une fois, c'est la dimension muséale est indispensable, mais si elle prend toute la place, vous ne serez jamais dans la chaîne du livre. Et pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Et pour y parvenir, il faut que ça vive. Il faut ouvrir les fenêtres. Mais bon, peut-être que tout ça, vous l'avez déjà dit toute la journée et que je ne fais qu'enfoncer les portes ouvertes. Hein. Euh, Merci, monsieur Caroline Cathy, l'universitaire spécialiste de François Mauriac. Je voulais vous poser une question. On est très heureux de tout ce que vous nous avez dit sur la maison d'écrivain et je crois qu'on est nombreux à partager votre point de vue. C'est toujours très intéressant que ce soit justement un écrivain, un journaliste, un romancier qui donne son point de vue. Vous êtes vous-même né au Maroc, pays cher au cœur de François Mauriac également, comme vous le savez. Alors, est-ce que vous vous considérez comme un écrivain maisonnable? vous voulez m'exproprier déjà? Ça va être embêtant parce que je ne suis pas propriétaire. Écoutez, non, je ne suis pas maisonnable. Je vais même vous dire, je suis un très mauvais sujet. D'abord, parce qu'il se trouve que je suis au conseil scientifique de l'IMEC, que vous connaissez peut-être. Hein, je précise l'IMEC, pour ceux qui ne connaissent pas, Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui se trouve à l'abbaye d'Ardenne et qui est un endroit extraordinaire où, à part la Bibliothèque nationale, c'est l'endroit en France où on entrepose le plus d'archives d'écrivains, de maisons d'édition, de compagnies de théâtre, etc. Enfin, surtout de littéraire et éditorial. Des centaines de fonds y sont déposés depuis 30 ans. Donc, je suis au conseil enfin, conseil scientifique et depuis quelques années. Et le plus drôle, c'est que moi-même, je n'ai pas confié mes archives à l'IMEC. Alors, quant à être maisonnable, vous voyez, il y a du chemin encore. Hein. Euh, mais alors, Madame Malagar, si je puis me permettre, quelqu'un de chez vous que j'ai rencontré récemment dans un salon du livre, dans un village du sud de la France, je crois, une dame très sympathique, assez âgée, qui m'a dit qu'elle, enfin une dame, oui, qu'elle faisait partie du conseil d'administration, je crois, de votre maison, Mauriac, sachant que j'admirais beaucoup François Mauriac, veut absolument que je vienne, je suis jamais venu, hein, que je vienne faire une conférence chez vous, à Malagar. Et donc, je donnais mon accord. Très Voilà. heureux de vous y accueillir, bien sûr. Et merci, merci beaucoup pour votre témoignage. Ah, il y a une main qui se lève au fond. Voilà, exactement. Merci. Merci. Bonjour, c'est Chloé, je suis chargée de régie à la maison de Châteaubriand. Donc, merci pour votre intervention. J'avais juste envie d'attirer l'attention parce que c'est pas l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Mais dans une maison d'écrivains, une maison des élus, on est d'accord que c'est pas vivant, qu'il y a toujours ce concept en fait de la déambulation, de la période de la constitution, que les gens ont envie de découvrir à la fois, bien sûr, l'article littéraire, mais aussi son lieu de vie. C'est ça que les gens viennent rechercher, la magie des lieux. Mais il y a un enjeu qui n'est pas évident à voir tous les jours. C'est vraiment l'équilibre entre cette ouverture au public, la médiation, l'envie de donner l'événementiel, l'envie de donner à tout le monde de venir, et bah, finalement la conservation préventive, puisque faut, enfin, voilà, juste, il ne faut pas oublier que ce sont des objets, pas, des objets qui sont souvent liés soit à la vie directement de tel littéraire, une œuvre d'art liée, etc. Et que dans ce contexte ambulatoire, en fait, c'est un peu libre, il y a des enjeux de vol, de vandalisme, etc. Et que du coup, c'est un enjeu de tous les jours, en fait, de trouver l'équilibre entre la muséification, c'est-à-dire par dans le sens
la protection, en fait, la conservation préventive et la SEP. Et que les gens, en fait, le public ne sont pas contraints, mais à la fois qu'il y ait une sécurisation discrète, une conservation préventive discrète dans ces lieux, sachant que pour la plupart, il y a aussi la problématique de maisons historiques, donc on n'est pas forcément aux normes sur le climat, etc. Donc c'est voilà, les enjeux de conservation sont des enjeux de tous les jours. Et c'est très important, à mon sens, voilà, de garder ça aussi à l'esprit, puisque si on veut que dans 50, 100 ans, j'espère plus tard, on puisse voir encore ces patrimoines-là et faire aider les gens à continuer à transmettre ce patrimoine littéraire. C'est aussi à travers des objets. Et voilà, je voulais juste attirer l'attention sur ce type. Bien sûr, à travers les objets, et vous avez raison, bien sûr, de parler de la sécurisation ou de la sécurité de ces objets, parce que vous savez mieux que personne que les pèlerins littéraires sont parfois un peu maladroits, les touristes. Et moi, bon, je connais très bien, parce que j'y vais très, très souvent, l'hôtel Camondo. Euh, il est parfois loué enfin, privatisé, uniquement le jardin, mais il est parfois loué pour des tournages de films d'époque. Et c'est terrible parce que malgré les assurances, malgré les gardiens, malgré tout ça, malgré des cordons sanitaires, ou plus ou moins sanitaires, parce qu'on ne veut pas que ça se voit à l'image, eh bien, il y a des risques avec des objets. Et là, vous imaginez le prix des objets, hein. C'est pas juste une canne à pommeau, hein. C'est un bibelot du 18e. S'il tombe, c'est une catastrophe. Donc, je suis très sensible à ça. J'y pensais en me disant tout à l'heure quand je vous disais faut pas hésiter à faire venir du monde et à les faire vivre. Mais c'est vrai que j'avais à l'esprit la sécurité des lieux fait que c'est compliqué. Ça pose un problème, enfin peut-être supplémentaire, même en termes de coûts, hein, en termes d'assurance et en termes oui, de sécurité, de surveillance, tout simplement. Oui, alors, y a-t-il une question? Oui, je passe le micro. Bonjour Pierre Asselineau Bonjour. et merci vraiment. Nous sommes régalés à vous écouter. Je suis Christian Mordecki, responsable de la maison de Jean Giono, le pareil qui s'appelle le comité, et des amis de Jean Giono. J'aimerais que vous nous disiez si vous pouvez nous céder les droits de certaines des formules extraordinaires que vous avez employées. Je suis très cher, hein. Celui avec laquelle ma vieille maman ne serait peut-être pas tout à fait d'accord, nous avait dit que faire vivre les maisons d'écrivains, il fallait faire disparaître la naphtaline, qui est la pire ennemie de la conservation. Est-ce que vous acceptez de céder à la Fédération des maisons d'écrivains cette formule pour que nous la reprenions Pas de dans problème. un éditoriaux? Avec grande joie. Merci beaucoup, cher Pierre Asselineau. Oui, ça c'était une question, c'était simplement pour dire à M. Assouline de se méfier, parce que s'il croit qu'il suffit de ne pas être propriétaire pour ne pas être maisonnable, je pense qu'il est largement dans l'erreur. Mallarmé n'a jamais été propriétaire d'aucun de ses logements. Il a demandé au moment de sa mort à sa famille de détruire tout ce qui restait de ses manuscrits, de ses archives. Il n'était donc pas du tout maisonnable, ça ne va pas empêcher d'être maisonné. Oui, non, mais comment ça s'est passé? Comment a-t-il été maisonné dans ce cas-là? Euh, Sa fille a racheté aux anciens propriétaires sa maison et a pieusement désobéi à son père en ne détruisant pas ses archives. Avouez que c'est l'exception plutôt que la règle, hein. C'est l'exception plutôt que la règle. L'opération est compliquée. Moi, je suis même demandé s'il ne fallait pas étendre la notion de maisonnable. J'ai très bien connu, j'étais très lié à un écrivain qui s'appelait Antoine Blondin. Euh, Antoine avait un appartement de 40 mètres carrés rue Mazarine, mais j'y suis jamais allé parce que c'était le foutoir. Alors, parce qu'à chaque fois qu'on se retrouvait, il me disait, viens me chercher à mon bureau. Son bureau, c'était un bar qui s'appelait le Rubens, qui se trouvait rue Mazarine. Et je me suis dit, finalement, sa maison, c'est ça. Et donc, j'avais entrepris d'y me faire mettre une plaque. Et quand j'ai pensé à ça, après sa mort, même
même le bar, le Rubens avait disparu. C'était devenu un magasin. Donc, vous voyez, c'est parfois. Alors, je vous confie une chose. Vous savez, je suis fan de Georges Simenon, j'ai écrit sa biographie, etc. Je me suis battu avec quelques amis en vain parce que j'aurais voulu qu'on mette une plaque sur un des piliers de la place des Vosges, une des plus belles places de Paris, au 21, parce qu'au 21 place des Vosges, Simenon, c'est là qu'il a habité quand il est arrivé à Paris, à l'âge de 21 ans, et c'est là qu'est né le commissaire Maigret. C'est bien deux raisons pour qu'il y ait une plaque Simenon. Ben, imaginez-vous que les copropriétaires de l'immeuble s'y sont opposés, alors que cet immeuble est protégé par une porte ancienne, 18e, avec un code, puis une fois qu'on a passé ça, une grille avec un deuxième code. Puis après, il y a un jardin, il y a l'immeuble. Eh bien, ils s'y sont opposés en disant non, tout ça, ça va amener des touristes qui vont essayer de rentrer. Pas question. Vous vous rendez compte? Et alors, puisqu'on est entre nous, une deuxième confidence, puisque il y a les maisons, puis il y a les plaques aussi commémoratives, c'est la même chose, c'est aussi important, d'autant plus que vous, c'est les maisons et associations d'amis d'écrivains. Je vous confie ça comme tel quel, hein, de toute façon, ça reste entre nous. Il y a des années de cela, a été inaugurée la place René-Char à Paris. Et elle a été inaugurée par Antoine Gallimard et Bertrand Delanoë, maire de Paris. Et puis, à la fin de l'inauguration, ils ont fait quelques pas, ils ont déambulé un peu. Et Delanoë a dit, mais est-ce qu'il y a une rue Gaston Gallimard? Et Antoine Gallimard a dit non. Et Delanoë a dit, mais c'est pas normal. Et il dit, ah oui, ça c'est pas normal. Et donc, et si on en faisait une? Ah ben oui, c'est une bonne idée. Mais alors, ils ont réfléchi en marchant. Et puis Delanoë a dit, vous savez, il faut faire attention, parce que quand on débaptise une rue, si c'est la rue de Vaugirard qui a 350 numéros, c'est très compliqué pour indemniser tous les copropriétaires. Donc, il faudrait trouver une rue où il n'y a pas grand-chose, et la plus petite possible. Et Antoine Gallimard a dit, bah, écoutez, la rue Sébastien Botta, ça me paraît idéal, parce qu'il n'y a que deux immeubles, dont l'un des deux, c'est moi, et l'autre, c'est un immeuble qui est dans l'impasse, là, et qui est un immeuble où il y a quelques copropriétaires. Alors, Delanoë a donné son accord. Un an passe, rien ne s'est passé. Bon, je trouve qu'Antoine Gallimard, c'est un ami, et puis c'est mon éditeur, et je bavarde avec lui. Il me dit, bah, écoute, je ne comprends pas, j'ai relancé la mairie, rien, rien, rien. Ça ne se fait pas. Un an et demi passe, rien. Il me dit, tu veux pas voir un peu, puisque je dis, écoute, moi, je connais un peu les gens du cadastre. J'avais fait une enquête là-dessus autrefois. Je contacte les gens du cadastre. Le responsable qui me dit, ah oui, mais il y a un problème. Ben, je lui dis, écoutez, je vois pas. Mais écoutez, si vous voulez, on peut en parler, puisque vous êtes le biographe de Gaston Gallimard, vous êtes intéressé au premier chef. Je lui dis, oui, effectivement. Alors, je suis allé voir le directeur du cadastre. Et là, il me dit, écoutez, le problème, c'est que on en a parlé au conseil municipal. On ne peut pas honorer comme ça un collabo. Je dis, mais vous plaisantez? Il me dit, oui, il a quand même collaboré. Alors, j'ai dit, attendez, si vous avez une demi-heure, je vais vous faire un tableau de l'édition parisienne sous l'occupation. Et vous verrez que tous les éditeurs ont fait la même chose. Évidemment, certains y ont mis plus de cœur à l'ouvrage parce qu'ils étaient convaincus par les idées du nouveau régime, comme Bernard Grasset, par exemple. Mais sinon, tous les autres se sont pliés à la censure parce que sinon, ils auraient fermé. Et s'ils avaient fermé, ben, les auteurs n'auraient pas pu vivre, puisque c'était leur droit d'auteur qui était bloqué. Donc, je lui ai raconté tout ça en lui montrant que Gaston Gallimard, plutôt que de publier des auteurs allemands qui auraient été des auteurs nazis ou pro-nazis, a publié Goethe, Schiller et quelques autres. Bref, il a accepté ça, il a trouvé ça, il a été convaincu, et ça s'est débloqué. Et donc, j'ai pu annoncer ça à Antoine Gallimard, qui était ravi. Je lui ai dit, alors maintenant, écoute, c'est très simple. Tu vas voir l'immeuble d'à côté et tu vas voir chaque copropriétaire, tu lui offres, au nom de la maison Gallimard, un nouveau papier à lettres et de nouvelles cartes de visite avec la nouvelle adresse.
des dommages. Ah oui, il me dit, c'est ça que je vais faire. Eh bien, imaginez-vous qu'il a été les voir. Il y en a une dizaine, hein. C'est un immeuble haussmannien normal. Il y en a une dizaine, dont un écrivain dont je tairai le nom parce que c'est sa garçonnière. Eh bien, oui, mais non, mais même si c'est entre nous, faut pas. Bon, alors, et donc, il est allé voir un par un en leur offrant un papier à lettres et des cartes de visite. Eh bien, ils ont voté, ils ont refusé. Ils ont refusé. Et quand ils ont refusé, il leur a demandé pourquoi. Ils ont répondu, enfin, c'est quand même, on ne peut pas débaptiser une rue comme ça, vous ne vous rendez pas compte. Sébastien Bottin, c'est très prestigieux et très connu. Il n'a pas osé leur dire, vous ne croyez pas que Gaston Gallimard, c'est peut-être encore plus prestigieux et encore plus connu. Et finalement, eh bien, il y a donc deux rues qui sont côte à côte. Une impasse qui s'appelle rue Sébastien Bottin, avec le numéro 2 où il y a juste un immeuble. Et juste à côté, le 5 rue Gaston Gallimard, où il y a juste un immeuble.